De Courteline, la pénitence. L'abbé Bourri tourna 2 fois dans la serrure l'énorme clé de la vieille église, mais ceci fait, il demeura le front brusquement rembruni, les doigts restés sur le loquet dans un mouvement de surprise et d'attente. Le bas légèrement troussé de sa soutane découvrait le deuil de sa cheville et la boucle de son soulier déjà posée sur le pavé de la place. « Et là, monsieur le curé, c'est-il donc que je pouvions pu me confesser ?» Devant lui, débouchée comme une bourrasque d'une ruelle avoisinante, la Claudine, une femme du pays, élevait des bras désespérés. Ses tempes battaient la charge tant elle avait couru, et sur l'extrême bord de sa classique marmotte quadrillée de blanc et de mauve, un mauve passé, filé lentement sous le chien-dent de la brosse dans l'eau courante du lavoir municipal, la sueur de son front mettait un liseré brun. Le vieux prêtre eut un geste d'impatience. « Le bon Dieu vous bénisse, dit-il, est-ce là une heure pour se présenter à confesse ? J'en pu venir plus tôt, dit la femme. Il s'emporta, j'en suis fâché, vous reviendrez une autre fois. Puis devant le regard éploré de la Claudine, aussi, c'est toujours la même comédie. Les vaches et les cochons d'abord, et le bon Dieu ensuite, si le temps le permet. Allez, ma bonne, ce sera pour la semaine prochaine. Je dîne aujourd'hui au château, j'y suis attendue à 6 heures, et je n'ai point loisir de vous entendre. Bonsoir. La Claudine éclata en sanglots, simulés. Eh là, mon Dieu, moi qui voulions faire mes Pâques. Vos Pâques? Le bonhomme se tut. Une seconde, il hésita, partagé entre le sentiment du devoir et la crainte d'arriver en retard chez ses hôtes où l'attendait comme tous les ans un fin maigre de samedi saint. Ce fut le sentiment du devoir qui l'emporta. La bouche pincée, rageant à froid, il fit refaire à la grosse clé 2 nouveaux tours en sens contraire. L'une suivant l'autre, la paysanne et le curé franchirent le seuil de l'église. Devant un humble maître-autel que paraît protégé par des globes de pendules, des bouquets montés de calicot, l'ecclésiastique cala une chaise de paille enlevée au passage, cueillie au vol, tandis qu'il filait rapidement entre les rangs de sièges de la nef. S'étant assis, il dit « Mettez-vous à genoux ». La Claudine obéit. « Faites le signe de la croix, dites votre confiteor ». La Claudine partit comme un cheval échappé, éperdument lancée dans sa prière, comme une écolière zélée dans la leçon apprise pour la circonstance et possédée sur le bout du doigt. Elle ne s'arrêtait plus, il dut intervenir. « C'est bien. Dites-moi vos péchés. » La Claudine garda le silence. « Ma fille, je vous en prie, faites vite, dit l'abbé impatienté, je suis à la dernière minute. Voyons, vous n'avez, n'est-ce pas, ni tué, ni volé personne. Alors quoi? Vous fûtes menteuse, gourmande, vous avez négligé de dire vos prières et tenu des propos contre l'honnêteté. Eh bien, c'est bon, allez en paix, ne péchez plus, je vous donne l'absolution au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Déjà, il se levait, la pénitente, toujours agenouillée, murmura. « J'en fais ben pique tout ça, mon père. »« Oui, eh ben, dites-le alors, je vous écoute. » « Eh ben, mon père, dit la Claudine, baissant le nez, j'en fais des traits à mon homme. »« Ouf, fit l'abbé. Oh, saperlipopette, ma fille, que venez-vous de m'apprendre là ?» Les bras lui en tombaient. L'excès de sa stupeur fut tel que le secret de la confession y passa. « Vous aussi, ça manquait. Il y en avait tout juste 2 de propres dans le pays, la Jeanne, un maréchal et vous, et maintenant voilà que vous-même... Ah, le bon Dieu vous bénisse, allez. » Les paroles lui manquaient. Il demanda pourtant, « Quand ça vous est-il donc arrivé, ce malheur-là ?»« Il y a 1 mois, mon père, jus comme l'or, à la mi-mars, autant dire. »« Avec qui ?» Elle nomma le coupable. « Schnampfant, murmura l'abbé. Puis, « Et combien de fois, depuis 1 mois, avez-vous... ce que vous savez ?»« Mon père, je l'en fais 11 fois. »« 11 fois ?» Le chiffre lui parut énorme. Il éleva des mains maudissantes, et déjà il ouvrait la bouche pour flétrir, quand les 3/4 après 5 heures sonnèrent. 3 coups qui traînèrent longuement dans l'écho sonore de l'église, avec ce timbre de chaudron fêlé propre aux horloges de village. Rappelé à la réalité, il bredouilla, pressé d'en finir. « Vous repentez-vous, au moins ?» L'autre s'exclama. « Ah, si je me repens, je le crée bien que je me repens, ce cochon-là m'a engrossé. »« Eh bien, rentrez chez vous, dit l'abbé qui fit le sourd, vous y direz 4 pater et 4 ave, et vous viendrez communier demain. Allez, ma fille, pressons-nous. » Il ramassa son tricorne qu'il avait déposé à terre au pied de sa chaise. La pénitente s'était relevée. À ce moment, dans le carré de lumière vive que découpait la porte ouverte de l'église sur la place ensoleillée du village, une nouvelle silhouette parut. La Jeanne, cette fois c'était la Jeanne. La Jeanne à l'heureux maréchal, toute blonde et réjouie, et si grasse que ses seins tremblotaient en sa camisole flottante comme 2 paquets de raisins mûrs. L'abbé protesta. « Non, 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 ah non, cette fois, en voilà assez. » Mais la Jeanne très calme s'avançait. Elle aussi voulait se confesser.
Elle aussi voulait faire ses Pâques. Et elle s'étonna, goguenarde, demandant si c'était maintenant le curé qui empêcherait ses paroissiennes d'accomplir des devoirs sacrés. Convaincu et exaspéré, le bonhomme retomba d'un bloc sur sa chaise. Il empoignala Jeanne au bras et presque il la jeta à genoux devant lui. Il répétait bien, quoi, qu'est-ce que vous avez à me dire? Peut-être bien que vous avez trompé votre homme, vous aussi. La Jeanne demeura lèvres closes. Simplement, de haut en bas, elle hocha 3 fois la tête. Le curé sursauta. Et allons donc, parbleu, à cette heure, la fête est complète. Oh, scélérat de pays, scélérat de pays. Puis, depuis quand le trompez-vous, ce pauvre diable? Depuis 1 mois. J'en étais sûre. Oh, scélérat de printemps, scélérat de printemps. Tous les ans la même comédie. Et combien de fois, s'il vous plaît, avez-vous péché depuis 1 mois? 7 fois, mon père, dit la Jeanne. Le vieux prêtre parut tout décontenancé. Il dit, 7 fois, vous dites 7 fois? Les yeux au ciel, il calculait, tâchant à établir une proportion équitable entre la pénitence qu'il avait imposée à Claudine et celle qu'il imposerait à Jeanne. Voyons, 11 est à 7, comme 4 est à 10, la moitié d'11, le bon Dieu vous bénisse avec vos comptes impairs, la moitié d'11 est de 5,5, et la moitié de 7 est de... Mais l'horloge sonne à 6 heures. Alors il bondit, mis debout comme sous la surprise d'un coup de fouet. Ah, et puis ma bonne, vous savez, si vous croyez que j'ai le temps de faire de l'algèbre et des règles de proportion, vous vous trompez. Allez, rentrez chez vous, vous y direz 4 pater et 4 ave, et vous tromperez votre homme 4 fois de plus, ça fera le compte. Mouvement de valse. C'est vous, Dieu me pardonne, s'écria Lucienne. Cher, vous n'êtes donc pas mort encore? Si fait, dit-il gaiement, si fait, il y a au moins 6 semaines. Et vous êtes sorti de la tombe? Uniquement pour venir vous demander à dîner. Alors, sans trop savoir pourquoi, elle eut un joli rire perlé de femme contente. Elle s'empara de son bras et doucement, ils descendirent vers le jardin le long d'une interminable bordure de géraniums. Ça, disait Lucienne, c'est gentil. Ah, c'est bien gentil à vous, Fabrice. Lui s'épongeait le front, soufflait. Ah oui, c'est assez gentil. Et aussi pas mal courageux. Dieu que c'est loin, qu'il fait chaud. Mais elle défendit son bien. Loin, Chenevière? 45 minutes de chemin de fer, montre en main. Parfaitement. Et 1 heure de marche pour aller prendre le convoi qui vous y mène. Total, 7 quarts d'heure de voyage. On va à Rouen en moins que cela. Ah, c'est l'histoire de toutes les banlieues, ma chère amie. Un mythe, la banlieue. Un leurre, la banlieue. Un attrape-nigaud, la banlieue. Lucienne, amusée, souriait. Bien qu'il fût tout près de 3 heures, elle n'était point habillée, vêtue seulement en chez-soi, d'une matinée blanche rehaussée de vieil or passé au sortir du bain, et dont la traîne derrière elle frôlait le sable fin de l'allée. Lui, élégant, ganté de clair, était fleuri d'une rose blanche achetée à Paris au départ. Et ainsi, ils étaient charmants, marchant côte à côte, tout proches, sous ce coup de soleil terrible de juillet, mettant leur élégance raffinée de Parisiens dans ce coin de banlieue parisienne, et semblables à quelqu'une de ces mondainetés exquises que signent Elbut ou Balavoine. Brusquement, il demanda, « Eh bien, mais au fait, Gaston ?»« Ah, Gaston, mon cher, est en voyage, parti cette semaine pour 15 jours. »« Ah, dit-il. » Il baissa le nez. Ça lui faisait un drôle d'effet, cette nouvelle. Une très étrange sensation, faite de vague inquiétude et à la fois de joie sournoise. Depuis longtemps, c'était même là la raison pour laquelle il les venait voir si rarement, depuis longtemps il savait bien que son affection pour Lucienne n'était pas l'affection banale due à la femme de l'ami, et qu'il y avait un motif pour que sa sensualité d'homme blasé s'éveillât aussi violente sous une simple pression de doigt, un regard ou un sourire d'elle. Ce sentiment, point impérieux encore, il pouvait certes à la rigueur et en présence de Gaston le dominer, et s'en rendre maître par un effort de volonté et d'énergie, mais il sentit que dans ces conditions, les choses n'étaient plus les mêmes, et il devint anxieux et inquiet à la pensée d'une journée entière s'écoulant dans un redoutable tête-à-tête, sous l'abri discret de ces arbres dont l'ombre épaisse allait jeter autour d'eux une si étroite intimité. Au fond, il comprenait que la lutte serait dure, et que son amitié pour Gaston, quelque sincère qu'elle pût être, allait sans doute peser bien peu dans sa loyauté un peu large de viveur sceptique. « Cela vous fâche, fit Lucienne, que son silence surprenait, de faire la dînette avec moi ?» Fabrice, rappelé à lui-même, s'empressa de répondre « Quelle idée !»« Au contraire, voyons. Je vous ferai la cour. Je l'espère bien. »
En marchant devant eux, au hasard, ils étaient arrivés au sommet de la terrasse, et ils s'y reposèrent un instant, près l'un de l'autre, accoudés à même le mur bas, entre deux larges vases de fonte où se mouraient les derniers iris de l'année. Sous leurs yeux, à perte de vue, s'étendait l'immense embrassée de la campagne, les longues plaines en branches d'éventail, accolant au vert vif des récentes poussées, le brun sombre des terres retournées fraîchement, tandis que là-bas, dans l'horizon, les forêts touffues s'indiquaient d'une ligne bronzée, presque éteinte. Lucienne, très indifférente, enveloppait de son regard vague, voilé d'ennui, ce spectacle dont la grandeur lui échappait un peu. Elle disait « Ces maisons là-bas devant vous, c'est la Varenne, vous voyez ? Ah, nous sommes très bien ici, la Marne passe au bout du jardin. Le bain en pleine eau chez soi-même, voilà une chose précieuse. » Fabrice hochait la tête. « Oui, oui. » Et il s'abandonnait doucement, cédait au charme exquis de cet isolement à deux que semblait rendre encore plus grand la mélancolique solitude de la plaine. Le soleil s'était couché, rouge dans une apothéose d'or vif dont l'éblouissement avait allumé toute la chambre d'une immense lueur d'incendie. Puis, sous la tombée croissante de la brune, les braises de l'Occident s'étaient éteintes l'une après l'autre. Il y avait eu pendant quelques instants comme une lutte grandiose et désespérée, une formidable invasion de nuages lourds crevés de ci et de là, de brusques échappées, et dont de magiques empourprements embrasaient encore les crêtes. Puis rien. Enfin, qu'une teinte sombre où s'allongeaient encore à peine perceptibles de minces traînées orangées, et lentement, la nuit s'était faite, enveloppant le parc désert de son mystérieux assoupissement. « Tenez, dit Lucienne, très gênée, je vais vous jouer du piano. Voulez-vous » Fabrice s'inclina sans répondre. Elle s'assit, ouvrit l'instrument et préluda, puis, brusquement, sans lumière, de souvenir, elle commença la valse du Danube bleu, la valse chère à Fabrice. Une lueur flottait encore, vague, indécise, apâlie par les rideaux sombres de la fenêtre et semant aux angles de la chambre la douce et mystique tristesse des agonies de jour mourant. Du coin obscur où, pour l'entendre, il s'était mis, perdu en un vaste fauteuil d'une autre époque, il écoutait, la gorge pressée, distinguant parmi toute cette ombre la silhouette blanche de Lucienne et sa main qui courait légère sur la ligne blême du clavier. Sur le sol, la traîne trop longue de son peignoir enveloppait ses pieds comme d'un flot de mousse, et ainsi elle jouait divinement et avec un art infini, sans opposition et sans effet cherché, nuançant chaque motif, chaque phrase, chaque mesure, de finesse presque insensible et que seule pouvait percevoir son âme suprêmement artistique de femme. Les motifs défilaient les uns après les autres, et dans le mouvement arrondi de la valse, c'étaient de longs et maladifs alanguissements, des bercements assoupis, calmés où revivait la vaporeuse poésie des paysages de Bohême, les chœurs en plaine au soir tombant, les matinées calmes et sereines quand une brume de beau temps voile d'une gaze transparente le disque rose du soleil et le fond lilas clair des nues, et la nappe du Danube coulant, éternellement bleue entre les ruines effondrées des manoirs et des abbayes. Lui, immobile, invisible, écoutait, affolé de cette solitude, comprenant qu'il devait être pâle, affreusement pâle, et serrant de ses mains convulsives les bras maigres de l'antique fauteuil. Mais tout à coup, derrière elle, Lucienne eut la sensation qu'il s'était levé, et que doucement, il s'approchait. Elle ne bougea point cependant, comme si l'inexprimable angoisse qui s'empara de son âme lui eût ôté toute initiative et toute force. Elle demeura droite et svelte dans sa blancheur nuageuse d'apparition, la tête vide et à la fois pleine d'un grand trouble, sentant venir sur elle imminent le danger longuement prévu. Elle ne cessa point son jeu, quand sur la chute de ses épaules frémissantes elle sentit, comme une caresse imperceptible, deux mains s'apposer, tremblantes, deux mains dont la chaleur de fièvre perçait l'étoffe légère de son vêtement. Un moment, ils restèrent ainsi, lui, dans l'extase de cette première possession, elle, les yeux clos, sans volonté, gagnée.
Sous ses doigts au piano, la valse peu à peu s'éteignait, devenait comme une insensible vibration, comme sous une bouffée d'air, le frémissement d'un cristal très fin. Subitement, tout se tut. Alors les mains immobiles effleurant encore l'ivoire du clavier, elle leva la tête, et sans se voir, à cause de la nuit devenue très profonde, ils se regardèrent infiniment. « Oh » murmura-t-il tout bas, « la valse aimée jouée par la femme aimée. » Et brusquement, sans même savoir comment cela s'était fait, ils se trouvèrent l'un à l'autre dans le suprême enlacement des lèvres et des bras. « Allez-vous-en, dit Lucienne. Allez-vous-en, je vous céderai. » Pourquoi fût-ce lui qui céda? Pourquoi écarta-t-il de lui brutalement cette possession qui s'offrait ainsi d'elle-même? Peut-être bien s'éveilla-t-il en lui le dernier cri des anciennes délicatesses et des puretés expirantes. Peut-être aussi dans ce renoncement à la femme qui s'abandonne, trouva-t-il réellement terrible et violente la seule sensation nouvelle où put encore se complaire son âme usée de débaucher. La loi sur les chiens. « Eh, bonjour, monsieur le baron, fit en allant au-devant de ce personnage que venait d'introduire l'huissier, l'excellent monsieur Boissonnade, substitut près le procureur de la République à Aix, Loire-et-Sarthe. Prenez donc, s'il vous plaît, la peine d'entrer et de vous asseoir. Du diable, si j'eusse pensé vous voir jamais sur ce siège d'infamie. » En un crapaud de reps sang de bœuf, le baron Larade, en effet, venait de loger son vaste envers. Il avait enlevé son chapeau et un instant, autour de soi, il promena de gros yeux ingénus congestionnés d'inquiétude. « Hélas, soupira-t-il. »« Oui, d'infamie, reprit gaiement le magistrat. N'est-ce pas à votre coupable emportement que je dois l'avantage de votre visite? Le gendarme paternoster a porté plainte contre vous. À l'en croire, vous l'auriez traité de belle façon, le gendarme paternoster, qualifié de... Ah, ah, hé, hé, oh, oh, un gros mot, monsieur le baron, un bien gros mot, un mot énorme. Vous l'auriez, dis-je, qualifié de daim. Cela est exact. Hélas, soupira à nouveau le baron, tandis que l'autre, très amusé, retournait le fer dans la plaie, jouait une maligne comédie, répétait « Grave, cela excessivement grave, outrage à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, 6 jours à 3 mois, article 224. » Mais le pauvre insulteur de gendarme gémit « Je suis déshonoré » d'une voix à ce point déchirante que le substitut, l'âme fendue, désarma. Il dit « Mon Dieu, calmez-vous, la loi au fond est bonne personne avec laquelle il y a des accommodements, voyons. » Et il s'installait en son siège inquisitorial, sur les extrémités accouplées de ses doigts, il déposait son menton gras. « Contez-moi votre petite affaire. »« C'est simple comme bonjour, monsieur le substitut, dit alors le baron Larade. J'habite le château de la Châtaigneraie, près le hameau des Coudes-Silple, où j'ai la prétention d'être connu assez avantageusement. J'y dote une rosière chaque année, j'ai fait remettre à neuf le clocher de l'église, donné des pompes aux pompiers, bourré de bannières et pourvu d'une grosse caisse la fanfare municipale, etc., etc. J'évoque le souvenir de ces petites libéralités à titre de simples circonstances atténuantes. Il y a une quinzaine de jours, j'étais allé, comme à mon habitude, demander un peu d'appétit à la promenade et au grand air, toujours comme à l'habitude, j'avais emmené Venceslas. « Votre petit ratier anglais, qui ressemble à un radis noir, » interrompit M. Boissonnade. « C'est cela même. Oui, je le connais. J'ai le plaisir de le voir quelquefois avec vous à la musique le dimanche. Charmante petite bête. » Le baron eut un sourire d'orgueil. Il salua. « Trop aimable, fit-il, il n'a rien que de très ordinaire. Toutefois, j'y suis fort attaché, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne sommes plus jeunes, lui ni moi. Puis, nous sommes veufs tous les deux. Également intelligent, je le dis sans fausse modestie, et de commerce plutôt agréable. En outre, comme tous ces pareils, ce petit animal... mon Dieu, comment dirais-je... stationne volontiers le long des murs, et moi-même ayant une cystite, nous pouvons au cours de nos promenades stationner aussi fréquemment que le besoin s'en fait sentir, sans craindre de paraître ridicules l'un à l'autre. Ça n'a l'air de rien, c'est énorme. C'est sur ces petites simplifications de la vie que reposent les vraies et solides affections, ne le pensez-vous pas? « Pardon, je le pense tout à fait, au contraire, » proclama M. Boissonnade, qui avait amené sous sa dent la pointe d'un de ses favoris et frénétiquement le mâchait. Le baron Larade continua. « Il était
8 heures environ, il faisait un temps magnifique. J'allais au hasard de la marche, buvant à plein poumon l'air pur de la campagne, bénissant le Seigneur, notre Dieu, d'avoir fait la nature si belle, et moi si digne de la comprendre. Dans mon dos, Venceslas trottait, goûtant lui aussi la douceur de cette ineffable matinée. J'entendais derrière mes talons le tintin du grelot pendu à son collier, un tintin qui s'accélérait et se ralentissait alternativement, selon que moi-même, plus ou moins, je hâtais le pas ou le modérais. De temps en temps, pour souffler, je prenais une seconde de repos. Alors je n'entendais plus rien que le chant des alouettes invisibles, car Venceslas, dans le même instant, avait fait halte sur mes traces. Soudain, au loin, par-dessus l'océan de blé mûr qui moutonnait à l'infini, je distinguai le bicorne en bataille du gendarme paternoster. Je devinai que le hasard allait nous mettre face à face et je me félicitais de cette bonne fortune. Je suis un homme simple, monsieur le substitut, je suis un homme sans méchanceté. L'uniforme n'a rien qui m'effraie et la vue des gens de bien me fait toujours plaisir. Je me préparais donc à jeter au gendarme un souhait affectueux de bonne santé quand, jugez de mon étonnement, ce militaire qui m'avait joint rectifia la position et tirant un calepin de sa poche, « Ordonnance de police, dit-il. Les chiens doivent être tenus en laisse. Le vôtre étant en liberté, je vous dresse procès-verbal. » Procès-verbal, je vous demande un peu. Un petit chien gros comme le poing, et gentil, et doux, et sociable, enfin. Je me rendis en hâte chez le maire, homme charmant, qui s'excusa fort et se montra navré de ma mésaventure. C'est là, m'expliqua-t-il, une mesure de sécurité générale qui demande à être appliquée avec quelque discernement. Il est clair qu'un chien comme le vôtre, bien tenu, bien portant, gras à souhait, ne saurait être assimilé aux chiens malheureux et errants que vise l'ordonnance de police. Le gendarme, en la circonstance, a manqué du bon sens le plus élémentaire. Je lui laverai la tête proprement, vous pouvez en être assuré, et lui apprendrai les égards dus aux gens de votre condition. Tout de même, en attendant que je le voie, et pour éviter de nouveaux ennuis, vous feriez bien, monsieur le baron, de tenir votre chien en laisse. C'est l'affaire de 2 ou 3 jours. Très bien. J'achetai une laisse, et j'y attachai Venceslas. Il en parut surpris, disons plus, mortifié. Comme j'ai eu l'honneur de vous l'exposer, il n'est plus jeune, à beaucoup près. Il jouit, le ciel en soit loué, d'une santé de tout point florissante, mais enfin, il a atteint l'âge où l'on supporte malaisément un changement dans les habitudes. Et c'était, cette laisse, tout un bouleversement dans sa petite existence de chien. De l'instant même où il cessa de se sentir libre, il se refusa systématiquement à me suivre, rivé des 4 pattes au sol. En vain, je tâchai à le raisonner, m'excusant, invoquant le cas de force majeure, en appelant à son bon cœur, en faisant surgir à ses yeux l'inquiétante silhouette du gendarme, peine perdue. Il demeurait sourd, il secouait furieusement la tête, voulant dire par là sans doute qu'il était demeuré insoupçonnable et n'avait rien à démêler avec la gendarmerie. Ainsi 2 jours, nous nous promenâmes par les champs et par les bois, moi à l'avant, lui à l'arrière, tirant chacun sur une extrémité de la laisse, à ce point qu'on eût pu savoir lequel de nous deux tenait l'autre. Et cette vie en vérité devenait insoutenable et odieuse quand brusquement, à un détour de sentier, je me retrouvai en présence du gendarme paternoster. « Le maire m'a parlé, dit cet homme qui avait fait halte en me voyant. Votre chien a le droit d'être libre. »« Ah ah !» m'écriai-je satisfait. Il reprit. « Vous le tenez en laisse, cependant ? Pourquoi le tenez-vous en laisse ? Je vous dresse procès-verbal. » Ah, cette déclaration inattendue. Une douce gaieté s'empara de moi. Le gendarme fronça le sourcil, dit que je raillais l'autorité, je haussai les épaules, le gendarme s'emporta, je répliquai, il m'imposa silence d'un ton que je jugeai inconvenant. C'est alors que, perdant patience, je tournai le dos à ce brave homme, en lui jetant dédaigneusement de côté cette parole qui m'amène aujourd'hui devant vous et demeurera à tout jamais le remords de mon existence. Gendarme, vous êtes un daim. À vrai dire, fit le substitut contenant une forte envie de rire, le crime, si grand soit-il, ne me semble pas impardonnable, et pour peu que le gendarme, comme dans la chanson de Durando, y mette de la complaisance, il n'acheva pas, du doigt il fit jouer le bouton d'un carillon électrique greffé sur la muraille à portée de son bras. « Faites entrer le témoin. » Le gendarme parut. Il fit 3 pas, éleva à la hauteur de l'œil sa main gantée de coton blanc, puis la laissa retomber dans le rang, attendant qu'on l'interrogeât. C'était un homme d'une 40aine d'années, roux de moustache et portant beau. Sur le fond gros bleu de sa tunique, ses boutons de plomb brillaient comme autant de soleil, et sa chaussure immaculée, bien que la pluie tombât à seaux et qu'il eût pour venir fait ses 5 kilomètres, disait sa science infinie, son art incomparable et approfondi du marché. « Gendarme, dit le substitut, monsieur le baron Larade s'est rendu coupable envers vous d'une incontinence de langage, il le reconnaît. Il s'en excuse et je me hâte de vous transmettre ses regrets. Il honore votre caractère à l'égal de votre personne et il serait heureux, gendarme, que vous veuilliez bien oublier un mouvement de mauvaise humeur qu'il est le premier à déplorer. Je m'associe pleinement à ce souhait.
De ce petit speech familier, le pauvre baron délinquant avait énergiquement de la tête approuvé chaque phrase, chaque syllabe. Au mot « il honore votre caractère à l'égal de votre personne », il avait murmuré sans doute. Il avait au mot « déploré » essuyé un pleur silencieux. Le gendarme, cependant, demeura inflexible. « On m'a appelé Dain, dit-il. »« Il est vrai, poursuivit M. Boissonnade avec une nuance d'impatience. Le baron a eu ce tort grave, mais enfin, gendarme, que diable, à tout péché miséricorde. Vous-même, d'ailleurs, par votre double interprétation, d'abord excessive, puis absurde, d'une réglementation élastique, avez rendu compréhensible, dans une certaine proportion, l'écart de langage dont il s'agit. Je vous conjure d'y réfléchir, retirez votre plainte, gendarme, croyez-moi. Épargnez à l'arme d'élite à laquelle vous avez l'honneur d'appartenir le scandale d'un débat public, et à la petite commune d'écoute s'il pleut, dont M. le baron Larade est depuis tant d'années le bienfaiteur, le deuil d'une inimitié entre deux personnalités également considérées et sympathiques. Immobile et impitoyable, on m'a, dit le gendarme, appelé Dain. Entendant cela, le baron Larade eut un geste désespéré. Il sentit que c'en était fait. Il comprit quelle boîte à rancune préservait des rhumes de cerveau le chapeau aux poils ras, aux cornes aplaties du gendarme paternoster. Il se vit condamné, flétri. Une vague bouffée de paille humide vint lui caresser les narines. Et fou, hagard, éperdu, sourd aux rappels à l'ordre de M. Boissonnade, qui hurlait en rossant sa table de coups de poing. « Mais taisez-vous, sacré Dieu, mais c'est de la tentative de corruption, cela, article 179, 3 mois à 6 mois, il bégaya. Bras long, relation considérable au ministère de la guerre, galon de brigadier, gendarme, la sardine blanche sur votre manche bleue. » Il y eut un instant de silence. Le gendarme était devenu blême, et un frémissement léger agitait sa main gantée de blanc. Et tout à coup, sur la vision entreaperçue d'un paradis longuement convoité, sans espoir d'y jamais atteindre, laissant retomber ses paupières, « Dites au moins que vous ne le pensiez pas, » murmura-t-il d'une voix mourante.